French Technophobia. Alors, cette provocation a évidemment un sens, mais il y a surtout des préconceptions à explorer, à examiner, et c'est ce que nos invités vont essayer de faire aujourd'hui. De façon moins polémique, ce titre invite à réfléchir au rapport entre que les auteurs français, les écrivains français de science-fiction et plus largement de littérature peuvent entretenir à la science. Et comme le terme technophobie l'indique, il y a une conception couramment répandue et qui, pour le coup, a peut se vérifier un peu dans les textes quand même, une conception qui fait qui associe un certain style français à une réticence par rapport à la science. Et il est courant d'opposer cette réticence, un certain pessimisme français vis-à-vis de la science, il est courant de l'opposer à ce qu'on va caractériser d'optimisme, éventuellement d'optimisme échevelé, si on prend les premiers temps de la science fiction américaine, qui faisait de la science la porte vers les étoiles, le moyen de s'envoler, d'atteindre des sommets inégalés, de révolutionner l'humanité, et ainsi de suite. Donc toutes les promesses de la science-fiction américaine on associe facilement ces promesses à un optimisme très fort. Alors évidemment, il ne faut pas oublier que les anglo-saxons ne sont pas en reste quand il s'agit de décrire des conséquences néfastes pour la science, d'envisager des apocalypses diverses ou d'imaginer des futurs dans lesquels la science devient problématique. Mais c'est vrai que si on prend historiquement la manière dont la science-fiction et la spéculation scientifique s'est développée en France, on est frappé de constater que pendant que les Américains développaient une science-fiction donc très optimiste, tournée vers l'espace, eh bien pendant les années 30, 20 et 30, l'équivalent français, avec des auteurs comme Maurice Renard, Jacques Spitz ou René Barjavel, donnait des textes qui étaient beaucoup plus pessimistes, très stimulants et intéressants, mais qui présentaient quand même une vision un peu plus négative de ce que la science pouvait faire à l'homme ou à la société. Lorsque la science-fiction à l'américaine a débarqué en France au début des années 50, bien sûr, elle était déjà un peu connue, mais qu'elle a commencé à être publiée de façon importante, les écrivains français ont commencé à s'approprier les thèmes. Et cette appropriation a donné lieu à des textes de diverses sortes, mais avec toujours, on pourrait caractériser la science-fiction à la française, si on osait, comme une science-fiction, disons, un peu de second degré, dans un premier temps. Il a fallu un certain temps avant que les auteurs aillent complètement de l'avant, même si Gérard Klein, qui est ici présent, a offert assez vite des exemples de science-fiction, pour le coup, très, très optimistes, avec une ingénierie spatiale ambitieuse, notamment dans la trilogie d'Argier. Lorsqu'on pense technophobie, en fait, en France, je crois qu'on associe ça beaucoup à la période des années 70, qui est une période d'âge d'or, en fait, pour la publication de la science-fiction française, mais période pendant laquelle, du fait d'un certain nombre de questions de société qui étaient très importantes à l'époque, eh bien, il y a des interrogations très fortes sur la façon dont la science peut avoir un impact sur la société, sur la pollution, la production industrielle, et de ce fait, il y a eu une tendance à ce qu'on associe un peu les auteurs français à une certaine vision, je dirais pas forcément pessimiste, mais en tout cas problématique de la science, une mise en problème de la science. Alors, après ce préambule un peu long, je m'excuse, je vais me tourner vers nos invités pour discuter d'un certain nombre de questions. Alors, évidemment, dans ce que j'ai dit, il y a beaucoup de simplifications et j'attends d'être rectifié. Mais les trois axes importants qui me semblent intéressants de discuter ici, c'est la question de ce que signifie, est-ce qu'elle est vérifiée, mais ce que signifie cette inquiétude qu'on peut voir dans un certain nombre de textes français inquiétude vis-à-vis de la science.
Est-ce que c'est absolument vérifié? Est-ce que c'est quelque chose de fort? Est-ce que ça caractérise vraiment une certaine science-fiction française? D'autre part, s'il y a des mises en garde, cette fonction d'alerte de la science-fiction, si elle est importante dans la science-fiction française, éventuellement, quel impact on peut envisager, quelle prise de conscience réelle eh bien, la science-fiction peut amener par rapport à la science. Et enfin, question un peu subsidiaire en même temps qui peut être cruciale, est-ce que cette réticence que j'évoquais vis-à-vis de la science, est-ce qu'on peut la mettre en rapport avec l'absence d'un grand courant de hard science fiction, donc la science-fiction tournée non pas spécifiquement vers les sciences dures, mais disons vers un intérêt très concret pour les sciences, donc l'absence ou du moins la discrétion de ce rapport à hard science fiction en France. Voilà, donc c'est, disons, les trois axes possibles, mais nos invités s'empareront de ces questions à leur gré et au fil de la discussion. Donc avec nous, nous avons donc Gérard Klein, écrivain, critique bien connu et également éditeur pour Robert Laffont de la collection Ailleurs et Demain. Justine Niogré, auteur de fantasy, mais qui n'est pas ici tout à fait par hasard. Hein, elle n'a pas simplement vu de la lumière et elle s'est demandé si ça pouvait l'intéresser. Non, Justine Niogré, dans ses romans, a réfléchi à l'application, à la réalité des applications techniques dans un monde médiéval et donc s'est intéressé pour le coup à des aspects qui sont des aspects plutôt techniques que scientifiques, mais appliqués à la fantasy. Et enfin, nous avons avec nous Joël Ventrevert, donc écrivain là aussi bien connu, qui a notamment dans les Olympiades truquées, on en parlait avant, manifeste clairement cette fonction de mise en garde et de réflexion, de prospection sur des applications potentiellement négatives de la science. Alors, est-ce que l'un d'entre vous veut prendre la parole directement ou est-ce que je pointe les questions? C'est comme vous le souhaitez. Gérard, tu veux? Oui, je voudrais placer ce débat sous l'égide d'un propos de Nicolas Machiavel, qui n'est pas vraiment l'auteur de science-fiction, qui est l'homme aime le progrès mais déteste le changement. Oui, moi je voudrais dire que c'est peut-être quand même un petit peu réducteur d'opposer comme ça la science-fiction anglo-saxonne à la science-fiction française. Si on parle de nos grands anciens et qu'on pense à Jules Verne et qu'on compare Jules Verne avec Wells ou Orwell, on s'apercevra que finalement Jules Verne était plus optimiste et plus technophile. Non ? Non. Jules Verne détruit la merveille scientifique de manière systématique. Si tu peux me citer un seul de ses romans où elle subsiste, c'est que c'est son fils qui l'a écrit. Non, elle détruit. Et le Nautilus est détruit 2 fois. Il a eu peur que le Maelstrom ne suffise pas, donc il l'aurait détruit une 2e fois. Non, pour Verne, il est tout à fait clair, j'ai bien lu, j'ai beaucoup été là-dessus, il est tout à fait clair que fondamentalement la science est inquiétante et généralement elle est mauvaise. Donc il faut surtout en supprimer l'objet. L'objet est merveilleux, l'objet est étonnant, mais il ne faut pas que ça ait de conséquences. Tu vois comme source d'inquiétude. Pourquoi le détruit-il d'une manière systématique? Ce qui n'existe pas chez Wells. Alors, en France, ça va créer d'ailleurs presque une école, c'est-à-dire l'habitude de détruire systématiquement la merveille scientifique est prise. Elle n'est pas respectée par tous, mais elle est prise. Et je voudrais faire remarquer que cette technophobie, si on peut, elle est très ancienne dans la tradition française de l'anticipation, de la science-fiction et tout son tel. Elle est manifeste dans le bouquin d'Émile Souvestre, qui est par ailleurs remarquable, Le monde tel qu'il sera, qui date de 1843, repris en volume en 1846. Il décrit en l'an 3000 une société industrielle qui est un cauchemar. C'est la première anti-utopie industrielle bien connue, bien repérée. Il y a quelque chose depuis le 19e, ce n'est pas vrai pour le 18e siècle, mais il y a quelque chose depuis le 19e siècle, même si ça couvre pas absolument tout le champ,
il y a quelque chose depuis le XIXe siècle dans la littérature française en général et dans cette littérature en particulier qui témoigne d'un très grand malaise, pour ne pas dire d'une très grande méfiance à l'endroit de la science et de la technique, et ça reflète, mais je ne veux pas monopoliser le micro, ça reflète quelque chose de très profond dans la société française avec quoi j'ai eu souvent à me battre. Enfin, quand même, donc juste un tout petit peu creuser cette espèce d'opposition qui est faite, je trouve, assez systématiquement. Moi, quand j'ai découvert la science-fiction un petit peu tardivement, je ne suis pas baignée dedans quand j'étais toute petite, comme beaucoup de mes amis écrivains. Je la découvre avec, par exemple, Fahrenheit 451 de Bradbury, 53, si mes souvenirs sont bons, date de publication. C'est pas vraiment la science triomphante, c'est vraiment une mise en garde. Hein. On est dans le ça fait penser à Orwell 1984. C'est vraiment c'est le cri d'alerte. On est vraiment ça évoque. Un petit peu plus tard, 1963, Burgess, Orange Mécanique. Bon, c'est vraiment des bouquins qui sont également des cris d'alerte. Donc, puis bon, ensuite il y aura Brunner. Voilà, donc cette opposition me paraît un petit peu... Oui, il faut dépasser cette opposition. Je l'ai posée comme préconception. Moi, je n'endosse pas du tout cette opposition. D'ailleurs, à aucun moment j'y ai fait allusion. Alors, globalement, on peut vraiment considérer qu'il y a trois positions assez différentes, de façon très globale, donc pas penser très réductrice, entre la situation française, la britannique et l'américaine. En France, globalement, encore une fois avec des exemples qu'on pourra facilement montrer, tout ce qui est scientifique et technique, tout ce qui n'est pas littéraire, pour dire les choses, c'est extrêmement inquiétant, etc. En ce qui concerne la Grande-Bretagne, c'est très différent. Si on se voit Huxley, aussi, y compris Burgess, etc., c'est l'usage qui est fait de la science et de la technique qu'il faut surveiller, qu'il faut regarder. Ça n'aboutit pas à des sociétés nécessairement mauvaises, mais l'usage peut être mauvais. En ce qui concerne la position américaine, le cas de Bradbury, il faudrait d'ailleurs regarder au travers de l'ensemble de son œuvre et pas d'un texte en particulier, c'est plutôt un optimisme à l'endroit des effets de la science et de la technique, avec évidemment des bémols. Et en ce qui concerne Fahrenheit, c'est quelque chose de très particulier qui fait immédiatement référence au macartisme. C'est un roman politique, bien avant d'être un roman de science-fiction, même si ça l'est aussi, bien sûr. Oui, il y a une... Mais justement, la question politique se trouve peut-être au centre de ce problème-là, c'est-à-dire en termes de politique publique, en termes de ce que la science peut... ce qu'il y a à décider de ce qu'on fait de la science, ça devient très vite une question politique. Donc, dans la mesure où la science-fiction se donne comme, à un moment donné, réflexion sur la politique, on rencontre nécessairement une mise en problème, une mise en question de la science et des questions scientifiques. Puisque finalement, l'application des différents progrès envisagés ne va pas sans dire. Dans les questions qui ont déjà été débattues ici, les questions de bioéthique et les questions d'une manière générale de ce que on peut faire à l'humain sont des questions qui ne peuvent pas être posées facilement comme déjà résolues. Enfin, plus exactement, soit elles sont posées comme déjà résolues et tranquillement résolues dans un futur très lointain, ce qui est tout à fait possible, et là on retrouve plutôt des textes très, très neutres, très optimistes justement, mais dès qu'on envisage ça à très court terme, on rencontre des situations problématiques. Oui, ça a été effectivement exploré, c'était le cas d'Edwin Biertrucke, effectivement, puisque et d'un certain nombre de ses romans de la fameuse mouvance des années 70 et des années, disons, du début des années 80, de ce qu'on a appelé la NSFF, la nouvelle science-fiction française, avec un certain nombre de livres qui étaient, donc pour la plupart, tout le monde n'était pas Brunner et tout le monde n'était pas Michel Jory, donc des livres qui n'étaient pas toujours très très bien ficelés, mais qui exploraient un avenir à court terme et qui était un avenir qui paraissait à un certain nombre d'auteurs un avenir inquiétant.
Et pour un certain nombre des livres qui ont été écrits à cette époque, ils ont été malheureusement rattrapés par l'actualité, il faut bien le dire, avec Tchernobyl. Si on prend mon roman Les Olympiades truquées, donc je parlais en 1980 de clonage et de dopage. C'est vrai qu'on en a beaucoup plus parlé depuis. Et je mettais en scène un monde où il y avait une raréfaction drastique des garçons par rapport aux filles. On y va à grands pas, puisque comme vous le savez, avec l'infanticide des filles en Chine, et puis avec le choix de la façon dont on privilégie les filles en Inde par rapport aux garçons, avec la possibilité de choisir le sexe avec l'échographie et puis de mettre un terme à la grossesse, on se retrouve avec un déséquilibre absolument drastique de la naissance des filles. Et donc on est dès à présent avec un équilibre démographique complètement rompu. Oui, mais dans tes romans, à partir d'un truqué, tu te situes pratiquement dans le cas britannique. C'est-à-dire c'est un mauvais usage de la science, il n'y a pas d'automaticité d'une condamnation de la science et de la technique, il y a un mauvais usage de la science par la société. Tout à fait. Et c'est là où tu as président pu avoir un point de vue prévisionniste bien fondé, mais c'est vraiment très différent. Moi, ce qui me frappe dans la science-fiction française sur la très longue période, disons depuis le début du 9e et tout spécialement au cours du 20e siècle, c'est d'abord elle est écrite à 99,9% dans des littéraires purs qui sont pour le moins mal à l'aise avec les domaines scientifiques et techniques. Il y a très peu, il faut les compter sur les doigts d'une seule main largement amputée, d'écrivains de science-fiction ou alentour qui aient une formation scientifique ou simplement une vraie curiosité pour la chose scientifique. Alors, sur le plan politique, très brièvement, ce que tu disais, Simon, est très intéressant parce que ça reflète un clivage que j'ai très bien connu dans ma casquette d'économiste, au niveau de la haute administration à la lisière du politique et de l'administratif. On est vraiment confronté à ça. Il y a une minorité très puissante qui est technophile. En gros, c'est les polytechniciens qui tournent autour, normalien sciences. Et puis, il y a une majorité importante qui n'a aucune culture scientifique, mais à un degré qu'on n'imagine pas, y compris d'ailleurs d'anciens polytechniciens, mais à un degré qu'on n'imagine pas, et qui freine des cas de fer, dès qu'il est question. C'est vraiment une zone de conflit, quel que soit le domaine, dès qu'il a une retombée ou une origine qui a un caractère technico-scientifique, on va parler du nucléaire, on va parler de tout ce qu'on voit. C'est vraiment, c'est des problèmes qu'on voit s'affronter, mais avec une brutalité incroyable. C'est ce qui se retrouve reflété, les littéraires et les vrais scientifiques. Bon, il n'y a raison à personne, mais c'est ce qu'on retrouve, mais avec prédominance des littéraires, donc de la défiance, du mal à l'aise, dans notre littérature préférée. Alors j'aimerais justement interroger Justine Niogré sur la question, en fait, vous êtes littéraire, voilà, mais il y a vous avez un intérêt pour la science et la technique, y compris dans la fantasy. Surtout, oui. Donc, y compris au sens où là, on n'est plus dans une question qui est uniquement quelle représentation de la science, mais un intérêt pour la technique dans le cadre de l'écriture. En fait. Oui, et déjà, dans les romans médiévaux, je trouve que ce qui est intéressant, c'est d'essayer de faire ressentir au lecteur ce qui se passait, enfin l'hiver, les vêtements, les choses comme ça. Donc j'essaye toujours d'avoir un fond scientifique, c'est beaucoup dire, mais au moins réaliste, le plus possible pour ce que les personnages et les gens de l'époque pouvaient vivre. Enfin, il y a un truc tout con, c'est simplement se balader en forêt quand il pleut sans avoir de kawaii particulièrement, ou juste avoir des pompes en cuir assez dégueulasses, et pour voir simplement ce que ça fait. Et c'est pareil pour les techniques de l'époque aussi. J'ai un tout petit bout de formation scientifique, et au moins ça me permet d'essayer d'avoir deux mini-visions dessus. Mais il y avait un truc, moi, qui me semble assez intéressant au Moyen-Âge, c'est que la science, c'était quasiment uniquement de l'artisanat. Et par exemple, pour tout ce qui était forge et tout ça, il n'y avait pas d'espèce
d'espace laborantin tout autour, ça se faisait à la couleur, de l'acier, ça se faisait tout simplement au temps, enfin à l'expérience. Et aujourd'hui, on a complètement peut-être sorti cette science-là du quotidien des gens. Ça reste un petit peu sacré, un petit peu secret. On prend des médicaments, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais ça doit soigner quand même. Enfin, je trouve que la science aujourd'hui peut être assez décharnée, donc trop loin pour qu'on lui fasse tout simplement confiance en fait. Et donc il y a un intérêt aussi de ce point de vue-là dans certains textes de mettre de faire un lien avec cette science. Et de ce point de vue-là, pour poursuivre justement sur cette trajectoire, l'aspect littéraire et le fait qu'il n'y ait pas de formation scientifique n'inclut pas nécessairement qu'il y ait un rejet de la science. Et il me semble que ce qui est frappant chez les auteurs français, quand on les observe historiquement, l'évolution qu'il peut y avoir, c'est que plus les auteurs français s'approprient les thèmes de la science-fiction, moins ils jouent avec des choses qui ne seraient que des images, et plus ils travaillent concrètement en la matière de la science-fiction, et notamment, ça passe par une documentation et un travail de recherche qui est quand même, me semble-t-il, là, qui charpente de plus en plus de textes de science-fiction français. Nous avons de nombreux auteurs français qui et alors c'est là peut-être qu'on pourrait réfléchir à cette question de hard science, qu'est-ce que la hard science à la française pourrait signifier, mais il y a de nombreux auteurs qui se renseignent très clairement et qui, sans forcément avoir de formation scientifique, sont en contact, on a eu plusieurs témoignages de cela hier, sont en contact avec des scientifiques. Je ne sais pas si... Oui, bien entendu. De toute façon, si un auteur qui fait son travail d'auteur, d'écrivain d'une façon sérieuse et j'allais dire professionnelle, il va vraiment avoir une démarche, ne serait-ce que pour créer ce qu'on appelle l'effet de réel dans son livre, c'est-à-dire qu'il va vraiment poser et fonder sa documentation. Donc s'il veut, par exemple, parler de voyage dans l'espace, il va se renseigner d'une façon sérieuse sur le voyage dans l'espace. S'il veut mettre en scène un laboratoire P3, ce qui a été mon cas dans un livre qui s'appelle Lentement s'empoisonne, où je parlais d'OGM et de transgénèse, moi j'étais allée visiter un laboratoire P3. Donc, et j'avais rencontré tous les scientifiques possibles et imaginables pour écrire ce livre sur les OGM et la transgénèse. Donc ça veut dire qu'on a une démarche qui va faire que ce qu'on va raconter dans notre livre va être fondé. Donc le vernis scientifique, parce que quand on est littéraire et qu'on n'a pas une vraie formation scientifique, ça va évidemment, forcément, pas obligatoirement dépasser le niveau du vernis. Mais ça veut dire que ce qu'on raconte à nos lecteurs, c'est pas de la blague. Ça veut dire que ça va tenir debout. Et c'est extrêmement important. Je pense que quand quelqu'un comme Claude Eken, qui a écrit des livres que je trouve remarquables, et qui sont toujours absolument fondés sur un plan scientifique, écrit ces livres, effectivement, il se documente d'une façon extrêmement sérieuse et il ne raconte pas des cracks à ses lecteurs. Et je pense que ça fait vraiment partie de cette façon de poser ces textes, pas seulement en essayant de faire vivre ses personnages de façon à faire passer son histoire le mieux possible, mais en ayant ce contexte scientifique. Je crois que c'est absolument indispensable pour que cette littérature soit vraiment je suis un petit peu fatiguée. Oui, soit pertinente, percutante pour que réellement elle atteigne son objectif. Qu'elle atteigne ses buts, exactement. Voilà, je pensais à Claude parce que c'est celui, à mon avis, qui le fait le mieux. Mais bon, il y a Jean-Marc Ligny, par exemple, avec récemment ses livres Aquatm et Exode, le dernier sur le problème de l'eau et des guerres de l'eau, enfin du fait que on va se retrouver finalement sans doute à relativement court terme sans eau sur cette planète ou avec finalement plus assez d'eau. Et c'est pareil, je pense que ce sont des livres qui sont vraiment fondés sur un plan scientifique avec un vrai travail, aussi bien au niveau de la recherche sur
la génétique que sur le travail, sur le substrat écologique. Voilà.